Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission exceptionnelle aujourd'hui avec Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale. C'était en 2008. Il est accusé par la Société Générale de leur avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros. Mon seul lien avec l'extérieur, c'était Internet. Et je lisais à l'époque tout ce qui pouvait se raconter ou s'écrire sur mon sujet. Et en fait, j'étais en train de broyer du noir dans tous les sens, en fait, en voyant que le négatif de tout cela. Cette sensation de ma vie est foutue, j'y arriverai jamais. Et ouais. Ouais, Phoenix, dans cette vidéo, on va faire une analyse réac de cet épisode sur Jérôme Kerviel. J'ai vu cet épisode puisque c'est un sujet qui m'intéresse, sachant que je fais quand même pas mal d'investissements. Qu'on a la méthode Swing, tu retrouveras directement sous la vidéo. On a une centaine d'entrepreneurs que j'accompagne pour investir, donc je te laisse découvrir tout ça dans la description. Alors, on va pas analyser toute la vidéo parce que ça dure pratiquement 3 heures et une grosse partie concerne son procès. Par contre, il y a une petite phase qui est super intéressante sur la façon dont il s'est pris pour perdre autant d'argent, sachant que, selon moi, encore une fois, une bonne partie de la perte, c'est pas de sa faute, c'est les subprimes, mais ça, c'est un autre sujet. Tu mettras en commentaire ce que tu en penses. Sous la vidéo originale de Légende, quasiment tout le monde le défend, parce que même s'il a fait une connerie, il l'assume. Il le dit, oui, j'ai fait le con. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va voir certains sujets concernant l'aversion à la perte, concernant l'investissement, même si la méthode Swing que moi j'utilise, c'est pas du trading, c'est un mix entre les stratégies de trading et un investissement sur plusieurs mois. Mais on peut avoir des positions qui sont ouvertes comme lui et ça va être super intéressant. D'accord? Donc on va pas regarder donc l'intégralité, mais juste ce passage concernant les investissements. C'est le plus grand scandale financier des dernières années. Juste, qu'est-ce que c'est qu'un trader? En 3 questions, juste les bases. Un trader, c'est un salarié dans une banque qui est investi sur les marchés financiers pour faire gagner de l'argent à sa banque. On achète, on vend, en essayant de faire un bénéfice, un profit, pour maximiser le profit de la banque. Le but, c'est de gagner de l'argent avec l'argent de la banque. Le but, c'est de gagner de l'argent avec l'argent de la banque, tout à fait. Ça ressemble à ce qu'on peut voir dans les films, ça hurle, ça fait du bruit, ça crie, c'est un métier où il faut être 20 heures sur 24 connecté, c'est un peu comme ça? Alors ça crie pas autant qu'on peut l'imaginer, il y a des moments de calme et des moments de silence dans une salle des marchés, quand les marchés bougent peu. Effectivement, il y a une effervescence quand les marchés sont très volatiles, ils bougent beaucoup, il y a beaucoup d'activités. Typiquement, quand il y a un attentat, quand il y a ça fait chuter la bourse, la montée qui se passe, ou une annonce qui est faite, qui fait que les marchés bougent beaucoup. Et là, il y a effectivement une adrénaline, une excitation et une effervescence dans la salle des marchés. Je fais juste un petit topo là-dessus. Une petite mise en garde. Vraiment, moi, ça fait bientôt 7 ans que j'investis en bourse. Nous, on a une méthode qui va entre 4 à 6 semaines pour les vagues courtes, jusqu'à 3-4 mois pour les vagues un peu plus longues. Donc, on va acheter et revendre plutôt comme de l'achat-revente de produits. J'ai testé sur du plus court terme. Je dis pas que c'est impossible, parce que je connais plein de gens qui arrivent à gagner de l'argent en tradant tous les jours, mais c'est ultra dur. Et en fait, il faut des qualités qui sont hors normes. Et moi, je le dis souvent au moment, je suis un bon coach parce que j'ai tous les défauts d'un trader. C'est pour ça que je fais plus de trading et j'en ai fait, mais maintenant je fais vraiment de l'investissement avec du swing qui correspond mieux. Ça laisse du temps. Voilà, ça peut aller jusqu'à 3-4 mois. On n'est pas là toutes les 2 secondes. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau émotionnel, faut être un robot. Et ça, là, on va le voir parce qu'ils veulent l'expliquer après en vidéo. Il faut vraiment s'accrocher au niveau émotionnel. Et moi, c'est très dur pour moi de faire ça. Ensuite, deuxième point, une aversion à la perte. Ça dépend de ton passé, mais moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère avait peur de tout. Donc, j'ai une grosse aversion à la perte. Donc, le fait d'avoir des lignes rouges, et on verra ce qui lui arrivait, je sais même pas comment il a fait pour supporter ça. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des positions dans le rouge pendant un certain temps. Je le vis déjà mal, et c'est pas des montants comme lui. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, qui a un avantage en business, mais ce qui a un inconvénient en investissement, c'est de toujours vouloir faire plus. Ça veut dire que quand tu es dans le business, toujours vouloir faire plus, s'améliorer, c'est très bien. Tu vois, parce que tu as le contrôle de ce que tu fais. En bourse, tu n'as pas le contrôle. Tu as le contrôle de ton prix d'achat, mais après, c'est la macroéconomie, c'est l'analyse technique qui fait que, voilà, ça reste de l'émotion, le marché, et tu peux pas le contrôler. Quand ça monte ou ça descend, t'as pas un axe. Alors qu'en vente, si ton produit se vend pas, tu peux changer les photos, tu peux changer la description. Donc, t'as pas ce contrôle-là. Quatrième point, moi, j'aime bien avoir le contrôle. Donc déjà, c'est assez compliqué. Et donc, tout ça fait que c'est pas fait pour tout le monde. Vraiment. Et ce qui lui est arrivé, c'est chaud. Franchement, c'est très, très chaud. Où il y a beaucoup, beaucoup de bruit, mais la majeure partie du temps, c'est des moments où le volume sonore est relativement faible. C'est studieux. C'est pas l'image complètement folle de ce qu'on voit dans les films où ça crie dans tous les sens. C'est hystérique. Ouais. C'est pas comme ça tous les jours. Non, c'est pas comme ça tous les jours. Non. Dieu merci. C'était en 2000 que tu vas obtenir ton master en management des opérations de marché. Ouais. Tu vas passer ton diplôme à Lyon.
C'est à 23 ans que la Société Générale va t'embaucher à la Défense. Tu vas commencer comme trader directement ou tu es l'assistant d'un trader? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Et en fait, l'ironie de l'histoire, c'est que moi, je suis arrivé dans ce genre de métier parce que j'avais 2 passions en étant étudiant, c'était les maths et l'économie. Et la matière qui me permettait d'allier ces 2 passions-là, c'était la finance. Et donc, du coup, j'ai fait des études de finance, pas pour devenir trader. Il faut savoir que majoritairement en salle des marchés, notamment en France, le profil qui est recherché, c'est Centrale, Polytechnique, les grandes écoles d'ingénieurs. Et moi, j'avais un profil universitaire. J'étais un élève moyen plus. J'ai jamais extrêmement brillé et excellé dans mes études. Dans les études, ouais. Petit topo là-dessus, est-ce que le fait que tu sors d'une grande école d'ingénieur fait de toi un très bon trader? Bah franchement, je sais pas. Je sais pas parce que je pense que tu as des qualités autres et je pense que tu n'as pas forcément besoin de sortir d'une grande école d'ingénieur pour être bon en trading. Parce qu'on va voir un peu plus loin dans la vidéo, il parle des résultats. Donc, je ne vais pas spoiler, mais il devait faire par exemple 3 millions par an. Mais il avait une enveloppe quand même à partager avec ses 7 autres collègues de plusieurs millions par jour. Donc en fait, faire 3 millions par an avec plusieurs millions par jour, c'est pas non plus exceptionnel. Ce qui fait que, bon, je suis pas forcément convaincu que les mecs sont super forts. Enfin, franchement, à voir, mais moi, je connais pas trop le domaine trading comme ça en société, donc dans des banques. Mais si parmi ceux qui regardent la vidéo ont des statistiques de combien ils font en moyenne par an, en rendement, sachant qu'il y a des années forcément qui sont plus compliquées que d'autres, comme en 2022 où on a une année assez pourrie. Bon, une année où le S&P 500, qui va être l'indice de référence, fait 18%. S'ils font 20%, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, moi, l'année dernière, j'ai fait plus de 30% et j'ai pas fait une excellente année, sachant que j'ai fait pas mal de conneries. Je crois que j'ai même fait 35%. Donc, il fait 2 fois le S&P 500 et j'aurais pu faire 50%, sans problème. Donc, au final, bon, à voir. Vous me direz en commentaire. Mais voilà, le métier m'intéressait. Je suis un mec qui a grandi avec Gordon Gekko et Wall Street, le film, Michael Douglas. C'est un milieu qui me fascinait à l'époque, parce que ça alliait cette adrénaline, ces maths, cette économie. C'est vrai que la dopamine, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup sur les marchés financiers. D'ailleurs, il faut faire un petit peu attention. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai dit à mes membres que j'allais repasser vraiment sur la méthode que j'utilisais en 2022, c'est-à-dire de prendre des vagues beaucoup plus grandes et à attendre des excellents points d'entrée et quitte à attendre 3-4 mois de revendre. Parce que je suis rentré dans une optique, ça fait à peu près 1 an et demi où je vis que de ça, entre guillemets. Bon, il y a l'accompagnement, mais l'accompagnement par rapport à l'investissement, c'est peanuts par rapport à ce que je mets sur les marchés. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, être dépendant que de l'investissement, c'est ultra compliqué psychologiquement. Et j'avais mis de côté la partie business en me disant, vas-y, je peux faire que ça. Techniquement, je peux avec les fonds, mais psychologiquement, j'ai vraiment trop de mal. Déjà, moi, je suis hyper actif, donc en gros, je dois combler le temps et j'ai du mal à faire autre chose que du business parce que j'aime beaucoup ça. Donc, en fait, faire que des investissements, attention à ça, ça peut vraiment vous piquer en dopamine. Et moi, j'ai un trouble maintenant, un petit toc que j'essaie de travailler, c'est que je regarde beaucoup trop les cours. Mais quand je dis beaucoup trop, je peux le regarder jusqu'à 50 fois par jour. Alors, j'ai la partie investissement, la partie accompagnement où je suis bien obligé de le montrer aux membres, etc. Mais regarder 2 fois par jour, ça suffit pas 50 fois. Parce que là, après, tu prends des petits mouvements et surtout, tu paniques pour des trucs qui n'ont pas forcément lieu d'être. Parce qu'il faut savoir qu'en bourse, tu peux avoir un cours qui peut perdre 10% dans la journée et revenir à son point de départ juste avant la clôture. Donc, si tu regardes à l'ouverture et à la clôture, toi, tu le vois pas ça. Si tu regardes toutes les 10 minutes, tu vas avoir tous les micro-mouvements et en fait, tu vas voir toutes les petites vagues dans les grandes vagues. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Que j'aimais particulièrement. Et donc, du coup, j'ai fait des études de finance, pas pour devenir trader. Le diplôme que j'avais en 2000, quand je rentre à la Société Générale, ne me permet absolument pas de devenir trader. Il me permet de travailler au contact des traders, dans les salles de marché, mais pas d'être trader moi-même. Et donc, à l'été 2000, quand je finis mes études, j'ai 3 propositions d'embauche, dont la salle de la Société Générale. Et le département qui recrute à ce moment-là, c'est la Rolls-Royce des salles de marché. C'est l'une des salles de marché, voire la salle de marché la plus rentable au monde. Donc, grande fierté d'intégrer cette banque et surtout de travailler pour ce département-là. Et j'arrive, moi, mes premiers jours à la Défense avec des étoiles plein les yeux, parce que c'est le Wall Street à la française, quoi, la Défense. T'arrives avec ta petite mallette? Non, j'ai pas de mallette, j'ai un petit sac à dos à la con. Mais voilà, ces tours qui sont impressionnantes à la Défense, pour ceux qui les voient, c'est 2 pylônes qui sont très, très impressionnants. La Société Générale, tu parles, les 2 grandes tours. Les 2 grandes tours. Et donc, grande fierté d'intégrer cette banque et de travailler enfin dans le contact de traders. Et donc,
le job qui était le mien au départ quand je suis rentré, c'était ce qu'on appelle un job de middle office. En gros, pour résumer, je suis là pour fluidifier les opérations qui sont générées par les traders. C'est que de l'administratif, grosso modo. M'assurer que ce qui est généré par les traders, en termes d'argent, ne soit pas perdu par une erreur opérationnelle par la suite. Une sorte de garde-fou. Ouais, s'assurer qu'administrativement, tout est bien géré. T'apprends le boulot, quoi. J'apprends. Quand même sacrément chiant comme taf. D'ailleurs, la défense, lui, ça l'a fait rêver. Moi, j'ai fait 1 an d'apprentissage donc chez SFR, qui était juste à côté. Bah, ça m'a pas fait rêver. Hein. C'était pas ma passion. Mais bon, après, quand t'es entrepreneur, le salariat, je crois que ça te fait pas rêver, que ça soit la défense ou ailleurs. Prends le boulot, je vois regarde. comment ça fonctionne. Et je me rappelle, parce qu'en fait, j'étais pas au même étage que les traders dans la salle des marchés. Une fois par jour, je devais aller en salle des marchés chercher des documents. Et moi, j'étais Euro Disney à ce moment-là. Dès que je rentrais chez eux, j'étais fasciné par ce milieu-là, par cette atmosphère qui existait en salle des marchés. Et donc, je vais faire ça pendant 2 ans. Je vais assister ces traders dans leur job. Et il y a quelque chose que je comprends assez rapidement dans l'exercice de ce métier, c'est que l'informatique est très important. J'ai absolument à l'époque aucune compétence en informatique, donc j'ai acheté des bouquins. J'ai bossé les week-ends le soir pour apprendre à coder. Ouais. J'ai appris à coder, j'ai commencé à développer des petits programmes. Quand tu penses que maintenant, coder, tu as des outils comme Base44 ou Claude qui peuvent coder à ta place, c'est là où tu vois que ça a vraiment évolué. Hein. Automatiser le maximum de tâches que je peux automatiser dans mon activité. Il n'y avait pas encore Claude à l'époque, ou les Non, il y IA, Tu vois. qui maintenant, tu peux coder facilement, quoi. Ouais. Voilà. Et non, malheureusement, ça n'existait pas à l'époque. Et donc, j'ai automatisé à peu près tout ce qui pouvait exister sur mon activité. Et puis, j'ai été remarqué par un des traders avec qui j'étais en contact, qui me dit, écoute, on voit que tu te démerdes pas trop mal sur le développement d'outils pour les reporting et ainsi de suite. Est-ce que tu peux venir nous filer un coup de main? Et donc là, ils m'ont confié quelques tâches pour les aider. Ils ont été satisfaits. Et assez rapidement, donc on arrive fin 2002, ça fait 2 ans que j'ai intégré la banque, l'un des traders pour lequel je travaillais me dit, écoute, on cherche un assistant trader, est-ce que ça te tente? Et évidemment, pour moi, c'était une énorme promotion en termes d'intérêt, de job déjà, mais aussi, en fait, d'un point de vue social dans l'entreprise, j'étais avec eux en salle des marchés physiquement. Et le fait de pénétrer cette salle des marchés, pour moi, c'était une grande Tu fierté. t'approchais, quoi. Je m'approchais d'eux. J'étais au centre de cette centrale nucléaire J'ai été vraiment à fond dedans, c'est ouf. avec eux. J'étais au contact de ces mecs-là qui vivent des choses intenses quand il y a un attentat, quand il y a un ouragan, quand il y a une catastrophe dans le monde. T'es là où ça se passe, quoi. C'est là où voilà, ce sentiment et cette sensation d'être au cœur du réacteur. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans supplémentaires. Excuse-moi, je t'ai pas demandé, tes parents faisaient quoi dans la vie? Est-ce qu'ils étaient aussi dans la finance ou rien Pas à du voir? tout. Pas du tout. Ma mère était coiffeuse et mon père était chaudronnier. D'accord. Donc c'est un Strictement milieu qui rien à voir. n'est pas familial, quoi. Pas du tout. Ok, ok. C'est pas une transmission familiale Ouais. que Ça peut arriver d'avoir Oui, oui, mais un père modèle, tu vois. pour le coup, c'est pas du tout le cas. D'accord. Mais d'ailleurs, mes parents n'ont jamais rien compris à ce que je faisais comme métier. Je crois qu'il y a beaucoup de parents d'entrepreneurs qui comprennent rien de ce qu'on fait. Hein. Tu mettras en commentaire aussi, mais je pense que pour le coup, c'est pas le seul. Donc, C'est vrai. j'avais beau essayer de leur expliquer, ils ne comprenaient pas. Et donc voilà, donc du coup, fin 2002, je deviens assistant trader en salle des marchés. Je m'éclate. Je suis à 100% dans mon job. J'arrive le matin à 7h, je pars rarement avant 10h, 11h le soir. Ouais, t'es un acharné. Ouais, et puis j'adore ce que je fais. Enfin, j'apprends, j'ingurgite. On m'apprend plein de choses aussi. Et je suis impliqué dans tout ce qui est stratégie de trading avec les traders. Donc, il y a ce sentiment d'être dans une famille aussi. Bon, la famille, on verra un peu tout à l'heure, mais pas terrible. Par contre, passionné, hein. Bon, 13h, 14h. Après, c'est ça qui est cool. Et c'est ce que je te souhaite, que tu sois salarié ou entrepreneur, c'est de faire un truc qui te passionne, parce que tu n'auras jamais l'impression de travailler. Qui se met en place chez moi, à ce moment-là. Je vois plus les traders pour qui je travaille que ma famille, à ce moment-là. Donc ma famille, c'est en train de devenir Société Générale. Et T'as peu de vie sociale autour, quoi. mais ma vie, C'est là où la chute va être brutale, parce qu'il était à fond dans sa famille, et quand tu vois ce qui s'est passé derrière, c'est chaud quand même. sociale, elle est Il se résume au travail. inexistante. Inexistante, je ne fais que bosser. Je prends quasiment pas de vacances parce que j'ai pas envie d'abandonner mes traders. Un dévouement. Oui, c'est un sacrifice, un peu. J'ai pas l'impression de le vivre comme un sacrifice. J'adore ce que je fais.
J'adore ce que je fais à Oui, l'époque, c'est ta passion, tu vis de ta passion. tout simplement. Combien ça gagne un trader? Souvent, on parle d'argent un peu librement ici, mais c'est quoi la fourchette d'un trader? Je te parle pas de quand tu vas après investir beaucoup d'argent. Je te parle vraiment quand tu commences. Pour ceux qui ont envie de faire ce métier, ça peut donner envie. Ça C'est dépend, quoi la fourchette? ça dépend des banques dans lesquelles on travaille, mais moi à l'époque, surtout par le parcours qui était le mien, parce que je suis rentré par la petite porte avec un profil universitaire, je n'étais pas indexé sur l'argent que je faisais gagner à la banque. C'était mes chefs qui étaient indexés sur T'avais l'argent que pas je de faisais. prime Il y avait des bonus, dans tous les services il y a des bonus, mais qui sont à 10 000 lieues et qui étaient, me concernant, à 10 000 lieues de ce qu'on peut imaginer dans le fantasme collectif du trading. Moi, la meilleure année que je fais en termes de bonus, fixe plus bonus annuel, brut, j'étais à 100 000 euros. Alors, C'est pas ouf, hein? Non, alors, vous allez me dire, ouais, c'est 100 000 euros. Attention. C'est quand même un métier où, quand tu te démerdes bien, tu fais gagner des millions, voire beaucoup plus dans le cas de Kerviel. Bon, même si ça s'est mal passé derrière, mais tu fais gagner beaucoup d'argent à la banque. Là, on parle de brut, hein, donc en gros, ça fait quoi? Ça fait 70 000 net. Donc ça fait 5-6 000 euros par mois, mais il bosse 14 heures par jour, hein. Donc, tu vois, si on fait un petit ratio rapide, alors je te le fais rapide parce que je sais que c'est pas tout à fait comme ça que ça se compte, mais on va faire un truc, on fait 14 fois 5 fois 4, donc ça fait 280 heures à peu près par mois, d'accord? Donc on a dit, imaginons, ça fait 6 000 net, donc 6 000 divisé par 280. Alors je sais que c'est pas tout à fait comme ça que ça se calcule, mais ça fait 20 balles de l'heure, hein, en vrai. 20 balles de l'heure, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf quand tu bosses 14 heures par jour. Alors, évidemment, c'est sur un peu plus que ça, donc on va dire que ça fait peut-être 30 balles de l'heure. Mais un trader, 30 balles de l'heure, c'est loin d'être dingue, hein. 25 ans, 26 ans, c'est de l'argent, mais on est très très loin des millions d'euros que les gens imaginent dans ce métier-là. Alors évidemment, mes supérieurs et les traders avec qui je travaillais dans la salle, qui étaient là depuis plus longtemps, pouvaient émarger entre 15 et 20 millions par an. Putain, c'est beau, incroyable. Mais il faut 1 euro million tous les ans. Ouais. Il faut 1 euro million, exactement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu les chiffres. Bon, 15-20 millions, c'est pas une histoire, hein. Là, En fait, il se trouve que le bonus, la partie variable, c'est un tabou en salle des marchés. À l'époque, à la Société Générale, on n'avait pas le droit de communiquer sur nos bonus. Sur combien tu Entre- gagnais entre nous. en pourcentage? C'est-à-dire que tu as X% de ce que tu gagnes, ça vous savez pas les autres? Non, mais en fin d'année, on a ce qu'on appelle la review pour faire le bilan de l'année. Alors évidemment, le critère le plus discriminant de la review, c'est le chiffre en bas à droite, combien tu as fait. Et on négocie le bonus, c'est-à-dire que la question qui nous est posée, c'est combien tu veux. Et on doit donner un chiffre. Et moi, je me souviens de la première année, en 2005, quand je suis devenu trader. Déjà, en fait, pour moi, c'était inconcevable que je le devienne et que je le sois. Je fais cette première année 2005 en tant que trader et j'ai cet exercice de la review en fin d'année où mon chef me dit combien tu veux. Et moi, à ce moment-là, cette question, j'étais comme un lapin un peu pris dans les phares en disant je ne sais pas quoi répondre. Quoi. C'est fait exprès. Il faut savoir que sur une négociation, il ne faut jamais dire le prix en premier, mais ça, on l'apprend après. Et alors, avant qu'ils répondent, c'est quand même assez ouf. Parce que la banque, ils sont malins. Parce qu'ils savent très bien que psychologiquement, et ça, c'est vraiment de la psychologie, et Guillaume l'a expliqué, quand tu vas proposer un prix, tu vas avoir tendance à donner moins que ce que tu penses et ce que la banque pourrait te donner. Donc là, une stratégie de négociation, c'est qu'imaginons, tu veux 1 million, ça serait de demander vraiment plus. Parce que même s'ils s'offusquent au début, en fait, il faut réfléchir en psychologie, de se dire, OK, imaginons, tu es un trader, tu as fait gagner, je sais pas, 10 millions à la banque, d'accord? Eux, il faut pas oublier que toi, tu vas te dire, ouais, si je quitte mon boulot, c'est la merde. Ouais, mais si tu as fait 10 millions ou 50 millions ou 20 millions, enfin bref, tu es un trader positif qui fait gagner de l'argent, tu retrouveras du taf. Sauf que le temps de trouver quelqu'un, de se former et tout, ça vaut. Donc si tu te dis, bah moi, je veux 10%, donc 1 million, bah tu feras que tu demandes plus. Mais la plupart des gens ils diront bah 100 000 ou 200 000. Alors qu'en fait, la banque était peut-être prête à payer 1,5 million. Je sais pas, tu vois. Enfin, c'est un exemple, mais c'est malin pour la banque. Parce qu'en général, ils savent qu'ils vont payer moins. Et en fait, je suis incapable de répondre à cette question parce que j'ai un peu peur de demander trop, comme disent, espèce de taré. Peur aussi de ne pas demander assez en me disant espèce de gros con. Il va te prendre. Voilà. Exactement. Et donc, je dis, je sais pas, en fait. Et mon chef me répond, tu te démerdes, mais tu dois savoir te pricer. Tu dois savoir combien tu vaux. Donc, donne-moi un prix. Et j'annonce un truc genre 30 000 balles, je crois. Sur combien de gagner? En 2005, j'ai fait 5 millions d'euros. Voilà. 30 000 euros pour 5 millions. Tu me diras en commentaire si c'est une bonne négo. Et c'était beaucoup trop bas ou beaucoup trop... Beaucoup trop bas, ouais. Beaucoup trop bas? Ouais.
Et ça, on le sait après, en fait, vu que ça communique pas entre nous, il n'y a personne qui est là pour nous aider quand on est junior. C'est-à-dire comment ça se négocie. Tu peux pas demander aux anciens. Ils répondent pas. Ils répondent pas. C'est chacun pour ça. C'est chacun pour sa gueule, ouais. Tu vois, la fameuse famille. Ah, je vis comme une famille et tout. Et tu vois, derrière, c'est chacun pour sa gueule. C'est des putains de requins. C'est chaud, hein. C'est un peu ça. Et cette phrase de Wall Street, Gordon Gekko, si tu as un ami, achète-toi un chien, est très vraie dans ce milieu-là. En fait. Tu vas, on va y revenir, mais avec toute l'affaire, tu vas aller en prison, tu vas être condamné à rembourser en 5 milliards. Enfin, tu as toute une aventure qui est extrêmement difficile. Quel est le plus beau moment que tu vis? Parce qu'il y a des beaux moments aussi dans ces métiers. C'est très en dents de scie, j'ai l'impression, quand on t'écoute. C'est quoi le plus beau moment de ta carrière de trader? De trader? Ouais. Où tu vas te dire, attends, ce métier, tu vas rentrer chez toi galvanisé un soir. Oh, il y en a eu plein. Il y a eu mon premier gros coup en 2005. C'était quoi? Sur un incident malheureux qui sont les attentats de Londres, où je fais un peu plus de 500 000 euros de résultats. Dans la journée, quoi. Ouais, j'ai une position que j'ai montée 2 jours avant. Ça veut dire quoi, une position? Une position, j'ai acheté des actions, ou j'ai vendu des actions. Je me suis mis dans une situation où j'ai une position, ce qu'on appelle une position directionnelle. C'est-à-dire que j'ai un investissement qui est fait et qui est susceptible de bouger en gain et en perte en fonction des mouvements du marché. Ça, tu paries à la hausse ou à la baisse? À la hausse ou à la baisse, tout à fait. Et là, tu avais parié? J'ai parié à la baisse, sur un crack. Les attentats... Donc là, il avait parié ce qu'on appelle en short. C'est-à-dire qu'en gros, il avait parié que le cours allait baisser. Parce qu'on peut gagner quand ça monte, mais aussi quand ça descend. Soit on parie en longue, donc le cours va monter et on gagne s'il monte. On peut parier en short, c'est-à-dire de parier que ça va baisser. C'est assez bizarre, mais j'ai mis du temps, moi, à comprendre ça. Mais parier à la baisse, ça peut être ultra puissant. C'est pas si dur que ça. Il faut juste avoir un petit peu d'habitude, mais moi, je fais les deux et c'est vrai que souvent, à la baisse, c'est pas mal. Hein. Londres arrive, et c'est mon premier... Alors, c'est très contradictoire parce que c'est le premier coup que je fais, en ce qu'on appelle un spiel. C'est de la spéculation. C'est le premier spiel que je fais. Au début, ça se passe pas bien pendant 2 jours, et puis le marché se retourne sur les attentats. Énorme excitation de voir ma position gagnante. Et surtout, il y a, au-delà de ça, quelque chose qui se passe à ce moment-là, c'est que dans les premières secondes où le marché qui dévisse, ma position qui devient gagnante, je coupe, je fais un gain de 500 000 euros. Je suis super content. C'est ton premier coup? Excitation totale à ce moment-là. Et en parallèle, en fait, dans les premières secondes où le marché a commencé à baisser, personne ne savait pourquoi le marché baissait. Personne ne comprenait. Et il y a mon chef à côté qui dit OK, ça va rebondir, je me mets à l'achat. Et à ce moment-là, dans les boîtes, parce qu'on est connecté avec nos brokers qui nous filent les informations, on entend hurler attentat, attentat. Et là, le marché continue à dégueuler encore plus. Mon chef perd de l'argent, du coup. Il solde sa position, il prend une perte, il va perdre 100 000 euros, je crois, sur l'opération. Et je me vois lui répondre. Alors, il y a un truc que je comprends pas. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas là pour critiquer, j'essaye d'être constructif. Mais je comprends pas à quel moment, donc là on parle d'un N+1, donc quelqu'un qui a de l'expérience, à quel moment tu vas parier sur un rebond sans éléments techniques, sans éléments macroéconomiques, sans éléments de... Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, juste ça a baissé, ouais, ça va rebondir. Certes, ça rebondit toujours, ça veut dire que c'est du fractal, donc c'est des vagues, on est d'accord. Mais rentrer parce que c'est descendu en disant ça va remonter, si tu n'as pas d'éléments techniques, tu n'as pas d'order block, tu n'as pas d'éléments qui te disent oui, ça peut rebondir ici, ou que tu n'as pas un début de retournement, c'est attraper un couteau qui tombe. Et attraper un couteau qui tombe à ce niveau-là, c'est chaud quand même. C'est chaud. Je te couvre. Il dit comme ça, tu me couvres. Je dis j'ai fait 500 sur Allianz, assureur. Et il me dit OK, on en parle tout à l'heure. Et là, ce qui s'est passé, Je te couvre, c'est-à-dire que je te donne un peu d'argent aujourd'hui, et on compense ton équilibre. Je couvre ta perte. Ouais. C'est des vases communicants, quoi. Je te couvre ta perte, en gros. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette excitation qui était complètement folle, parce que c'était mon premier gros coup et c'était complètement dingue, j'avais un objectif de 3 millions d'euros à faire cette année-là, j'avais fait 500 sur une journée, ça allait bien, quoi. Et je me rappelle que je suis allé voir, en fait, dans la salle des marchés, il y a des écrans de télé qui retransmettaient les chaînes d'information à ce moment-là, pour regarder de quoi il retournait. Et là, je me suis retrouvé comme un con devant les chaînes de télé, où je vois les images des corps qui sont extraits du métro, entre les civières. Et là, je suis rattrapé par mes émotions, je me prends conscience que j'ai fait de l'argent sur des morts. Je suis parti vomir dans les toilettes pour reprendre mes esprits. Et en rentrant à ma place, en sortant des toilettes, je voyais mon chef qui était debout en train d'hurler. Et j'entends « il est où, il est où ?» En fait, il parlait de moi. Et je raconte que je viens de petit dièse d'un point de vue perso, parce que je viens de me rendre compte que je suis content d'avoir fait du fric sur des mecs qui sont morts, quoi. Et là, je me fais défoncer par mon chef en me disant, déjà, tu quittes jamais ton poste quand le marché bouge comme ça marche pas.
Et deux, ce que tu as fait, c'est ton job. Tu es payé pour ça. Ça, c'est ouf, hein. C'est pour ça que je vous dis émotionnellement, c'est dur l'investissement parce qu'effectivement, comme dans tout dans la vie, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu meurs, bah, t'as les pompes funèbres qui vont être contents. Donc, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est vrai qu'il faut réussir à décorréler de ça, mais quand tu peux gagner de l'argent, quand c'est des crises, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Et là, tu as vu comment ils réagissent, c'est là où tu vois que c'est un autre monde. C'est vraiment un monde de requins. Donc, aucun état d'âme. Moralement, tu t'es pas retrouvé dans la situation, quoi. Non, là, tu t'es dit, mais- et quelque part, ce moment-là, pour moi, est un peu un premier point de bascule déjà, en fait, pour la suite. Parce que ce qu'on m'inculque au départ, c'est de laisser mes émotions et mes états d'âme dehors. Faut être froid, quoi. Ça, par contre, c'est vrai. Si tu veux commencer à bien fonctionner sur les marchés, tu es obligé de ne pas avoir d'émotion, sinon t'es foutu. Une aversion à la perte, on en parlera tout à l'heure, quand il avait une position ouverte avec une perte de plus de 500 millions, je crois, de mémoire, ou peut-être 2 milliards, je sais plus. Enfin, il avait une grosse perte latente. Putain, c'est chaud, hein. Ouais, En fait. ouais. Et ce qui n'était pas forcément ma nature de départ. Donc, du coup, j'ai dû me faire violence un tout petit peu, beaucoup même, pour devenir finalement quelqu'un qui est une machine qui est juste là pour faire du fric, quoi. T'es insensible? Tu sais, on a des natures plus ou moins sensibles en fonction Je l'étais en arrivant dans la banque, sensible. Je pense que je l'ai perdu et je me suis perdu en exerçant ce métier. Et cette sensibilité m'est revenue à la faveur de l'affaire. Est-ce que parfois tu te regardais dans une glace quand tu étais trader, que ça fonctionnait très bien, on va en parler, ils vont te laisser parier, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas tu vas pouvoir investir de plus en plus. Du pari, hein. Ça reste du pari, c'est un terme que tu emploies dans une interview, tu dis ça reste du pari, puisque tu paries à la hausse, à la baisse, etc. Est-ce que parfois tu te regardes dans une glace le soir en te disant dur, quoi? Sur des sujets comme ça. À mes tout débuts, ouais. Et après? Et après, de moins en moins. Tu t'endurcis? Et après, de moins en moins, parce que... T'es obligé, si tu t'endurcis pas, tu peux pas continuer, c'est pas possible. Pas possible. Et si tu veux investir dans les marchés, tu es obligé de prendre ce recul-là. Sinon, tu vas être ballotté par tes émotions et tu vas te faire défoncer. Enfin, il y a pas d'autres mots. En fait, je rentre dans le moule et ce qu'on me dit, et j'en fais ma religion à ce moment-là, c'est que je suis payé pour faire ça. Voilà. C'est mon job. Et puis on est la moyenne des gens qui nous entourent aussi. Peu importe comment on le fait, mais l'important c'est d'être profitable. Et en fait, finalement, ce qui se passe dans le processus, c'est que moi, en tout cas, je parle pour moi, je me suis perdu à ce moment-là. C'est-à-dire que la rentabilité est devenue mon identité. Et je me reconnaissais par la rentabilité qui était la mienne au sein de cette œuvre. Tu es le chiffre que tu rapportes. Exactement. En fait. Tu es socialement ce que tu rapportes comme... Et le dièse qui était le mien à ce moment-là, c'est ce glissement-là de perdre de vue la personne que j'étais et d'avoir l'impression de n'exister que par la rentabilité qui était la mienne au sein de la banque. Parce que le schéma est construit comme ça, en fait. Est-ce que c'est un métier, on parlait, qui rend fou? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je suis en train de devenir complètement fou, je n'ai plus aucune notion, anesthésié. Il y a eu plein de moments, de 2005 à 2008, il y a eu plein de moments où ouais, il y a eu des moments très compliqués, où je suis complètement lobotomisé à certains moments. Ouais. Petite parenthèse là-dessus, ça peut vraiment rendre fou. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, déjà, ça peut vraiment devenir problématique parce que c'est très addictif. Premier point. Deuxième point, si tu es un peu sensible émotionnellement, c'est compliqué. Si tu as, dans les deux sens, quand tu vas avoir une position perdante pendant quelques jours, quelques semaines, et même des positions gagnantes avec des grands gains. À mes membres, je leur explique, quand tu enchaînes un très bon mois, tu enchaînes plusieurs investissements qui se passent bien, tu fais 10, 15, 20, 30% par coup, tu en enchaînes 5, 6 qui sont bons. Le meilleur conseil, c'est de couper pendant 2 ou 3 semaines. Pourquoi? Sinon, tu vas tomber dans ce que j'appelle le syndrome du loup de Wall Street. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te sentir intouchable et tu vas commencer à faire de la merde. C'est-à-dire que tu vas plus respecter la méthode, tu vas rentrer à des points d'entrée qui sont pas ouf, mais disant de toute façon, je suis intouchable, je suis un putain de génie. Et à ce moment-là, tu te fais défoncer. C'est pour ça que quand tu enchaînes une grosse période de gains, genre un mois, je sais pas, tu as fait un excellent mois, bah des fois, il faut mieux se dire, vas-y, j'ai pris de l'avance, je coupe pendant 10-15 jours. Et à contrario, c'est pareil, hein, dans le même sens, si jamais tu as perdu beaucoup, tu as enchaîné 5-6 investissements qui se passent mal, il ne faut pas s'acharner à essayer de rattraper ce qu'on peut avoir un peu au casino. Je me refais, tu te refais jamais.
faut couper. C'est peut-être que tu es dans une mauvaise période et le marché peut être dans une mauvaise période et dans ce cas, il faut mieux rien faire. Tu vas parier au début jusqu'à 5 millions d'euros par jour. C'est quand même des sommes. Vous voyez d'ailleurs, 3 millions de résultats avec 5 millions par jour. Bah, je suis désolé, c'est pas dingue. Hein. Ah non, je suis désolé. Tu as 5 millions par jour et tu dois faire 3 millions à l'année. Bah, c'est pas extraordinaire. Ça veut dire que je sais pas comment ils trade, mais c'est vraiment pas extraordinaire. Tu sais, c'est 5 millions que tu peux investir. Donc, en fait, il faut avoir l'enveloppe complète pour avoir un calcul. En espérant qu'il y ait quelqu'un qui regarde la vidéo et qui puisse me dire à peu près les performances que les traders font, ça serait vraiment intéressant. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que tu t'en rendais compte que c'est une maison de luxe que tu vas parier chaque jour, tu vois? Est-ce que tu te rendais compte encore ou ça devient que des chiffres au bout d'un moment? Déjà, en fait, 5 millions d'euros, c'est dans le métier qui est le nôtre à l'époque. Alors moi, au début, j'ai vraiment eu du mal avec les montants, parce que je faisais vraiment ce rapport avec le réel. En bon père de famille, quoi. Je prends toujours l'exemple je raconte souvent cette anecdote du premier ordre que j'ai envoyé dans le marché quand je suis devenu trader. C'était un peu plus de 200 000 euros. C'était le prix de l'appartement que je venais d'acheter avec ma compagne de l'époque. Et donc, j'étais tétanisé devant le chiffre. Disant, c'est le prix de mon appart, quoi. Et assez rapidement, on t'explique que, non, 200 000, c'est une taille de nain. C'est tout petit, ouais. T'en as rien à foutre. Vas-y, arrête de te poser des questions, quoi. Et moi, toutes les questions que je me posais en vérifiant le sens, la taille, le prix, avant d'envoyer l'ordre, c'est autant de secondes que le marché décalait, bougeait, et pouvait potentiellement occasionner une perte. Donc du coup, on me demandait d'être rapide. On me demandait de pas trop se poser de questions. Et sur des tailles comme ça, 200 000 euros, 5 millions, c'est des tailles de nains. Enfin, on s'en fout, en fait. Tu vas... C'est là où tu vois que c'est pas le même délire, parce qu'avec des montants comme ça, à ce qu'il dit, on voit qu'ils font vraiment presque du scalping, c'est-à-dire sur quelques secondes. Parce que si jamais tu fais de l'investissement sur plusieurs semaines, t'es pas à 3 secondes près. Par contre, si tu fais du scalping, et c'est ce que je pense qu'ils font principalement, scalping, ça va être quoi? Ça va être sur quelques secondes, quelques minutes. C'est sûr que ça peut vraiment beaucoup bouger. Maintenant, je te dis, ça, c'est vraiment un métier. C'est pas mon métier. Je connais pas grand-chose, même si les méthodes que j'utilise peuvent fonctionner, évidemment, sur du scalping. Mais émotionnellement et en termes de rigueur, c'est pas des trucs pour moi. Donc, j'en fais pas de ça. Petit à petit, dépasser tes objectifs très rapidement. Tu vas ressentir, tu dis à un moment donné, l'addiction arriver. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez marrant. On parlait de la review tout à l'heure où on fait le bilan avec les chefs. Évidemment, on fait le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Je me souviens de cette première review où j'avais, en 2005, 3 millions d'euros à faire de résultats. Et à la faveur d'opérations du type Alliance sur les attentats, je fais 5 millions à la fin. Mon chef me reçoit dans l'entretien et me dit, c'est super, tu avais 3 à faire, tu as fait 5, tu feras 5 l'année prochaine. Et moi, je vois lui... C'est le piège. C'est-à-dire que ça, tu vois, c'est un élément qui me saoule dans les investissements et pour 2 choses. Chose numéro 1, sur ce boulot. C'est pas mon taf, donc je dis juste que c'est en fait toujours t'as fait un résultat comme ça, donc l'année prochaine, tu feras pareil. Mais le marché peut être complètement différent. Donc ça, c'est un truc très ultra capitalistique qui me dérange un peu. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est le regard des investisseurs. Je te prends un exemple concret. Tu peux avoir une boîte qui a fait un très bon trimestre et donc qui vont donner les résultats trimestriels. Imaginons les investisseurs attendaient 12% sur le trimestre. Et la performance réelle est de 10 ou 11%. Le cours peut perdre 15 à 20% juste pour ça. Et en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que c'est un truc qui arrive vraiment très souvent. C'est que le marché, en fait, il peut dévisser sur une action alors que la performance était dingue. Tout simplement parce qu'elle n'était pas assez dingue. Et là, c'est le côté un peu ultra capitalistique qui me saoule personnellement. Répéter et lui dire, j'ai pris 2-3 risques quand même, ça aurait pu partir dans l'autre sens. Devant le plus 5, il aurait pu avoir un moins, quoi. Il y a une part de chance, quoi. Oui, évidemment qu'il y a toujours une part de chance. Hasard. Ouais. Il y a toujours une part de chance. Enfin, tu vois, sur des attentats, par exemple, tu peux pas le prévoir avant. Tu vas avoir les modèles le plus sophistiqués au monde qui marchent tout le temps. 2 avions qui vont faire un bisou à une tour, tu peux pas le prévoir, ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un bon trader, un mauvais trader? La gestion du risque. Ce que je n'ai pas su faire, la gestion de mon risque. Ça, c'est vrai. Alors là, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est super important. Un bon investisseur, un bon trader, c'est quelqu'un qui sait maîtriser ses pertes. Ça veut dire que quelqu'un qui fait 2, 3, 4, 5% de gains, mais qui n'a quasiment jamais de pertes, sera un très bon trader. Et quelqu'un qui est capable de faire plus 100%, mais qui se prend des moins 30, moins 40, est un mauvais trader. Et honnêtement, en vue des montants, je ne sais pas comment psychologiquement il a pu tenir. Mais ça, on verra après. La gestion du risque, l'ego, la psychologie. Ce que je n'ai pas su gérer. Toi, ah oui. Ouais, clairement. Ouais.
clairement, ce facteur psychologique où Psychologie, c'est 80%. ça a marché, 2005, 2006, 2007, ça a beaucoup marché. Et en fait, tu te rends plus compte que tu es en train de te perdre, rentrer dans un engrenage. Et surtout, en fait, quand ta hiérarchie t'applaudit. Et je dis toujours, en fait, le gouffre, on le voit jamais arriver, surtout quand les gens t'applaudissent. Le jour où tu tombes dans le précipice, il n'y a plus personne qui est présent. Parce que tu fais de plus en plus. Ouais, et puis chaque année, en fait, où tu dépasses les objectifs, ça devient l'objectif de l'année suivante. Tu fais 3 millions d'euros fin 2005, donc ils vont te dire, après c'est 5, ils vont te dire, l'année prochaine c'est au moins 5. Ouais. Finalement, tu vas en faire 12. Et en fait, ça va faire que monter, que monter. Ouais, l'engrenage, je le crée moi-même, en fait. C'est-à-dire que les objectifs que je dépasse chaque année deviennent l'objectif de l'année suivante. Et en fait, cet engrenage, je cours derrière le résultat systématiquement. Et en même temps, j'aime bien ça, parce que c'est ce côté de challenge que j'adore à ce moment-là. Ce côté compétition aussi, que j'aime beaucoup. Côté de dépassement de soi, que je recherche. Et puis tout le monde est content, donc c'est cool. Mais si tu... Petite pause là-dessus, ça, c'est très bien pour l'entrepreneuriat. Pour l'investissement, je pense, d'ailleurs, on l'a vu avec son histoire, même si c'est évidemment un cas et que ce n'est pas une généralité, mais le côté compétition, le côté ego, le côté vouloir plus, ça ne marche pas en bourse. Il faut mieux avoir de la tempérance. Ce qui est dur, hein. Il faut mieux être dans la tempérance, clairement. C'est-à-dire, voilà, j'ai mon plan, je suis mon plan. Je n'essaye pas de faire plus. Si je dois vendre à 100, si le cours monte à 105, je coupe quand même à 100. C'est ça qui est très, très dur. C'est d'avoir une super suivi de sa stratégie. Ça, c'est vraiment chaud. Surtout quand, imaginons, tu as acheté à 80, tu te dis, voilà, il y a une target à 100, ça vend à 100, et le cours monte 110, 120, 130. Se dire, tant pis, je ferai autre chose. Ça, c'est vraiment dur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est 80% de la psychologie. Tu fais des chiffres de plus en plus gros. Alors, je parle, je ne sais pas si vous connaissez la bourse chez vous, mais en tout cas, on va partir du principe qu'on ne connaît rien. Si tu dois investir pour faire 3 millions d'euros d'objectifs en fin d'année, tu ne vas pas investir la même chose si tu dois faire 12. Donc, est-ce que ton ordinateur est déverrouillé, entre guillemets, pour pouvoir investir plus, pour gagner plus? Tu vois, tes limites sont augmentées, ouais. Oui, c'est ça, tu as un plafond. Alors, sur tous les automates de trading, on est à 200 limites. On est à Il y a 200 types de limites qui existent, qui sont fixées par le manager. Et cet écran de limite est protégé par mot de passe. C'est-à-dire que le trader qui veut changer ses propres limites ne peut pas le faire. Ah, tu peux pas mettre plus que ce que dira ton chef. Si le chef ne l'autorise pas et ne le permet pas par le système, en fait, c'est pas possible. C'est important pour ton histoire. Oui, ça a été un des points de débat justement dans mon histoire, mais donc du coup non, il y a toute une batterie de limites qui existe sur les automates de trading, en fait, où on est limité parce que le chef a décidé qu'on pourra faire. Au début, tu disais 200 000 euros, c'était ta première, ton premier pari. Quand tu dois faire 12 millions, par exemple pour 2007, tu dois faire 12 millions, c'est combien le maximum que tu peux mettre en une fois? À l'époque, alors 2006, c'est une année où j'ai beaucoup spéculé sur le secteur des énergies renouvelables en Allemagne. C'était des tickets à 20-30 millions. Par jour? Par position. Et mais sur des moments, sur des courtes périodes. J'ai pas toujours été à 20 ou 30 millions à chaque fois, mais ça pouvait tourner comme ça sur 20-30 millions. Ouais. Et donc, tu vois, au final, 20-30 millions, enfin, je suis désolé, mais quand tu as 20 ou 30 millions, ça veut dire qu'il y avait des centaines de millions au final de dispo. Faire 12 millions, c'est pas ouf. Je suis désolé. Parce que si tu as 100 millions, imaginons que tu as 100 millions, et tu sors 12 millions, ça fait 12% par an. Sur un marché comme 2024 ou 2025, où le S&P 500 fait 15%, c'est pas dingue. Il y a pas à tortiller, je suis désolé, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Vous pouvez en faire plusieurs fois par jour. Oui. Il y a les subprimes, après la crise des subprimes. Donc ça, c'est une crise qui va se passer aux États-Unis. Tu vas prendre beaucoup de risques en 2007, tu dis. Qu'est-ce que c'est que la crise des subprimes, si on devait l'expliquer en 2 phrases, quoi? C'est les crédits hypothécaires américains, en fait, qui finançaient l'achat de maisons des Américains, avec des garanties qui étaient complètement pourries derrière. Et ce marché-là a craqué en 2007, parce que les gens ne remboursaient pas. Donc du coup, il y a beaucoup de défauts. Et donc tout ce marché d'assurance, de crédit hypothécaire, a explosé. Et il y avait beaucoup, des milliards et des milliards de produits financiers qui étaient investis sur ce type de produits. Ça a créé une crise monumentale. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec cette crise? L'ironie de l'histoire, c'est qu'au début 2007, je vois ce mot subprime dans la presse. On le découvre? Alors moi, je ne le découvre pas. Je ne découvre pas parce que le hasard fait que, étudiant, j'ai fait mon mémoire sur les subprimes. Mais le grand public, je pense, français, le découvre là.
Oui, le grand public, on ouais, entend c'est parler de ça. ce mot-là à ce moment-là. Et surtout, en fait, ce que les gens pensent, c'est que subprime, la crise des subprimes pour eux, c'est 2008. Sauf que nous, elle a déjà commencé en 2007 en salle de marché. En 2007, c'était déjà la merde. Les banques ne se faisaient plus confiance, elles ne se prêtaient plus les unes aux autres, parce qu'on connaissait tous l'exposition à peu près des différentes banques, et on attendait tous le premier qui allait annoncer le défaut. Une grosse paume sur les subprimes. On savait tous que le marché était ultra tendu. Et donc, ce mot subprime, au premier trimestre 2007, je le revois apparaître dans la presse. Et moi, j'avais fait mon mémoire sur ce produit-là, Hasard de la vie. Et pour mon mémoire, à l'époque, j'avais interviewé des gérants de fonds qui travaillaient sur ces produits aux US. Et l'un d'entre eux m'avait dit, dans la discussion que j'ai eue pour nourrir mon mémoire, en vrai, on ne sait pas ce qu'on achète, on ne sait pas ce qu'on a les produits. Le prix, on le met à peu près où on veut. Un jour, ça nous pètera à la gueule. Et en 2007, quand je réentends parler de ce mot, que je vois qu'il y a certains articles qui commencent à parler d'une tension sur le marché, je me dis, merde, ce qu'il m'a dit il y a quelques années, c'est ça qui est en train de se produire là. Et donc, je décide de spéculer sur un crack, de shorter le marché. Et t'y vas fort ou pas? J'y vais On parie à la baisse. progressivement. J'y vais progressivement et je pensais que, très sincèrement, que ça allait se retourner plus rapidement. Ça ne se retourne pas. Et ma position monte de jour en jour. Ta position, c'est-à-dire tu rajoutes. Je rajoute, ouais. Et Ça, c'est chaud. En fait, là, c'est là où donc il a parié à la baisse. Et en fait, le marché n'a pas baissé tout de suite. Ce qui fait que le short, position à la baisse, ton cours monte, bah, t'es perdant. ma perte se creuse de jour en jour aussi. Et là, ça a été un moment qui a été compliqué, parce que ça a duré des mois. Et là, tu rentres... Et donc là, à l'inverse, et c'est ça qui est ouf, c'est que tout à l'heure, il parlait quasiment de scalping ou de day trading, donc trading à la journée. Et là, il a une position ouverte pendant des mois. Et c'est là où je comprends pas, et je vais te montrer un truc sur TradingView, parce que je comprends pas le risque des gars à ce niveau-là. Voilà, on va prendre l'exemple du S&P 500. Donc, c'est 500 plus grosse capitalisation boursière américaine. On va prendre 2020, crise du Covid. Imaginons, donc il est là, ici, il parie à la baisse, là, mais ça n'arrive pas. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse le cours. Donc là, il perd, et là, du coup, il va gagner parce que le cours est en train de descendre. Et en fait, au lieu de faire ça, bah, c'est vrai que souvent, tu peux te dire, voilà, je laisse une certaine période et je prends une perte si jamais ça continue de monter à court terme. Chose qu'il n'a pas fait. Il a laissé sa position en fait ouverte. Donc là, imaginons, il a dit ici, ça va craquer parce qu'on était sur un ancien plus haut. Bah, il pouvait se dire, bah, si jamais ça va un tout petit peu plus haut, je prends une perte et je me referai plus tard. Non, il a laissé. Donc là, il a une perte latente énorme et au final, derrière, ça a été gagnant. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi, à ce niveau-là, ils ne prennent pas des risques mesurés à laisser une position ouverte. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Là, tu rentres dans un engrenage qui est complètement fou. C'est-à-dire que chaque seconde que la journée peut créer, tu te poses la question de savoir si tu coupes ta position ou tu prends ta perte ou alors tu crois encore à ton analyse. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un pari sur l'avenir ou alors tu creuses. Et sauf qu'à un moment, tu as atteint le point de non-retour. Et donc, tu tiens la position. Et c'est multifactoriel, cette séquence-là, pour moi, parce que en une salle de marché, c'est un open space. Bon, bah là, du coup, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il aurait pu couper, puis après, il a tellement attendu que la perte latente était trop grosse et il l'a laissé. Et il y a quelque chose qu'on ressent en salle de marché, c'est quand un trader est en train de perdre de l'argent ou en train d'en faire. Tu le vois. Tu le sens, ouais. Et moi, tu le portes sur ta gueule que tu es en train de perdre du blé, quoi. Et moi, je puais la perte à 10 km parce que pendant des mois et des mois, ma perte se creuse. Ah, c'est des mois et des mois. Ça a duré de février-mars à juillet. Tu dors? Non, plus. Je suis un zombie devant mon écran tous les matins. Je ne m'alimente plus, je dors plus, je suis un zombie. Et pardon, question humaine, qui n'a rien à voir avec ton métier, mais il n'y a pas un moment donné, tu dis, bon allez, ciao, je vais ouvrir un bar dans le sud, je vais refaire ma vie sur un autre domaine, parce que ne pas manger, pas dormir, c'est pas normal pendant longtemps. Tu sais, pour le... Ouais, je sais bien. Le commun des morts, tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que tu y penses à arrêter ce métier, à te dire, c'est trop dur en fait? Ouais, mais c'est surtout que moi, je vois surtout, il y a différentes choses que j'ai analysées par la suite. Sur le moment, je ne m'en rends pas compte parce que je suis dans l'exercice du truc où plus personne m'adresse la parole en salle de marché parce que je pue la perte. T'es le chat noir, quoi. Je suis le chat noir. Il faut surtout pas m'adresser la parole. Tout le monde m'entend, en fait, voit mes mouvements d'humeur dès que le marché part dans le mauvais sens. Enfin, le désespoir, on le voit, en fait, à ce moment-là. Et les gens qui ne le voient pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir. Et puis, il y a les alertes qui arrivent. La comptabilité qui dit, hop, t'as un gars chez vous, en fait, il est un peu en l'air de plusieurs centaines de millions d'euros, là. T'en étais à plusieurs centaines de millions d'euros? Alors, en position, centaines de millions d'euros de pertes. De pertes? Pas de position.
Ouais. Alors, il a fait après un énorme gain, mais il devait faire 12 millions. C'est là où tu vois l'erreur qu'il a fait. Parce qu'évidemment, il n'est pas tout blanc, il le dit. Hein. Pour moi, voilà, de toute façon, à Société Générale, je vois pas comment les chefs n'étaient pas au courant. C'est pas possible. Donc, c'était un bouc émissaire et il le dit. Vous regarderez la fin de Légende parce que c'est très clair et c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Mais pour faire des gains, il faut faire attention de ne pas prendre des risques inconsidérés. Ça veut dire que là, il avait une position de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, alors qu'il devait faire 12 millions à l'année. C'est-à-dire qu'il s'était surexposé. Position, c'était En quoi? C'était un milliards. milliard? Ouais, en milliards. Position en milliards, t'imagines? Et donc, en fait, il y a tous les mois les arrêtés comptables qui arrivent. Et forcément, en comptabilité, il manque d'argent dans la caisse. Et là, mes chefs viennent me voir, tu te démerdes. Tu fais ce que tu veux, mais tu me combles le truc. Et là, je mets le doigt dans l'engrenage. J'invente un bobard à la compta qui le valide, avec la validation de mes chefs. C'est quoi un bobard, c'est-à-dire quoi? Je dis, j'ai traité face à une contrepartie. Tiens, la confirmation, elle est là, la confirmation, elle est fausse. Et puis voilà, il passe ça en comptabilité. C'est-à-dire que c'est un chef qui t'a confirmé le truc, machin, hein? Non, j'ai dit, moi j'ai traité, j'ai oublié de rentrer une opération, mais la perte qui va en face, elle est là, quoi. Voilà. C'est là où c'est chaud quand même, parce que là, il s'est mis vraiment dans la sauce. Hein. Vente un gain fictif, quoi, ouais. en gros. Et ça passe, c'est ça. Et ça passe. Et ça passe. Une fois, deux fois, trois fois. Ce qui fait qu'à la fin, ça devient institutionnalisé. En fait, On parle en centaines de millions d'euros de pertes. Ouais, en fait, à l'été 2007, au plus haut de cette position, je dois avoir une position de 30 milliards d'euros. Et une perte de 2 milliards. 1,5 milliard, donc c'est peu. Mais tu es quand même très fatigué, tu commences à avoir à la fois l'addiction, à la fois besoin de vacances, tu es en surmenage là? Non, c'est qu'il y a un moment, en fait, c'est surtout la première position que je coupe, après avoir passé des mois à stresser, à pas dormir et à pas vivre, tout simplement. Quand je solde ça à l'été 2007, j'ai un gain de 500 millions d'euros. Je me rappelle de la première soirée quand j'ai tout soldé, quand c'est fini. Voilà. J'ai plus de position dans le marché, j'ai un gain de 500 millions d'euros sur le compte de la banque. Je me rappelle me dire deux choses. Première chose, je me dis, j'ai 12 millions à faire, j'en ai fait 500, c'est bon. Alors là, c'est un passage super important pour finir cette vidéo. C'est peut-être le plus gros piège. Ça veut dire qu'il avait 12 millions à faire, il a fait 500 millions. Et il va expliquer dans la vidéo que c'est bon, il peut regarder l'équipe, etc. Et là, je vous laisse découvrir ce qu'il a fait. Et je suis peinard pour pas mal Tu d'années. dois en faire 12, t'en fais 500. Mon objectif est fait. Et la deuxième chose que je me dis, putain, je me suis fait comme vachement peur. Je fais plus rien jusqu'à la fin de l'année. Et je vais prendre des horaires de bureau, 9h le matin, 17h30, clôture du marché, et je rentre chez moi. Et en journée, je m'en fous de ce qui se passe, je vais lire l'équipe. Et le premier jour, Tu vas te reposer, le quoi. lendemain, ouais. Le lendemain, en bas de la tour, je m'arrête au kiosque, je prends effectivement l'équipe, je monte à mon bureau et à mon desk, j'allume mes écrans, j'avais 8 écrans devant moi, et je commence à feuilleter l'équipe à l'ouverture du marché. Et déjà, je vois les courbes et les chiffres qui commencent à bouger dans tous les sens. Et bien, comme un mec drogué, en fait, je reprends des positions. C'est ouf. L'appel de l'écran, quoi, l'appel du de chiffre. l'écran, l'appel du chiffre. Ouais. On va finir là-dessus, mais c'est quand même assez incroyable. Mais ça, c'est un truc que, évidemment, à petite échelle, j'ai déjà vécu, où j'ai fait, je prends un exemple concret, au mois d'août 2025, je prends 50 000 $ en 48 heures sur le Bitcoin. Et je me dis, si j'ai fait 50 000 en 48 heures, je peux faire 200 000 en 7 jours et je retourne. Et sauf que, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que je rachète à un mauvais moment et j'ai peut-être perdu quasiment l'intégralité des gains que j'avais fait. Parce que c'est très addictif. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu peux gagner pas mal d'argent en bourse, mais il faut le voir comme un investissement. Et c'est ce que moi, j'explique principalement sur la méthode Twing, c'est-à-dire prenez ça avec les techniques de trading, mais sur de l'investissement. Et plus vous allez avoir un investissement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plus ça sera facile déjà à lire et moins vous serez sous le stress de quelques jours. Maintenant, évidemment, le trading pur, ça fonctionne, mais ça demande des qualités que peu de personnes ont, vraiment. Et il faut pas avoir peur de dire j'ai pas ces qualités-là et c'est pas grave. Si tu les as, tant mieux. Si tu les as pas, allonge tes délais d'investissement et ça se passera bien. En tout cas, j'espère que tu as aimé. Je fais pas toute la vidéo, ce qui dure 3 heures et surtout derrière, c'est beaucoup sur le procès. Donc, je t'invite à regarder la vidéo complète que je mettrai dans la description si tu veux aller voir tout ça. Mais en tout cas, c'est super passionnant. Kerviel, moi, je suis convaincu que évidemment, c'est un bouc émissaire que la Société Générale était au courant de tout ça. C'est pas possible sinon. Et voilà, il fallait mieux qu'un mec tombe que toute la banque, etc. Bref, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao, ciao.